Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue dans ce journal. Nous recevons ce soir pour le journal de l'économie Carole Nzoré. Il est journaliste et analyste dans le secteur agricole. Avec lui, nous allons parler de cette question. Le Premier ministre a lancé le 26 juillet dernier la campagne agricole citée au plateau de Bateke avec 23 millions de francs congolais. Une bonne initiative d'ailleurs pour assurer la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Et au mois de mars, Matata Ponyo s'est rendu dans la province du Bandundu pour se rendre compte. Grande était sa joie. Je vous invite à suivre cet élément. Un véritable village agricole où tout pousse sans trop d'efforts. Courges, maïs, manioc et autres cultures sont cultivées sur Munzabala, Kabuka et Kwilu dans la circonscription administrative des Bachongo. Le Premier ministre s'est réjoui des efforts conjugués par le gouvernement central et provincial. Pour Matata Ponyo, l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo n'est qu'une question de volonté. On peut y arriver. On peut y arriver parce que tout pousse. Et le gouvernement central a donc appuyé le gouvernement provincial et nous sommes rassurés que les ressources ont été utilisées rationnellement, du moins sur ce que nous voyons. Pour y arriver, le gouvernement projette la mécanisation de l'agriculture pour la relance du secteur. Avec les méthodes mécaniques, on perd 30% de la production. Et si nous mécanisons ça, ce que nous pouvons réaliser des économies importantes. Et ce que nous allons faire, le gouvernement est impliqué dans un programme de mécanisation agricole, de professionnalisation de l'agriculture. Le Premier ministre ainsi que les membres du gouvernement qui l'accompagnaient ont inspecté également la route Bukanga-Lonzo-Inkisi en construction dans le cadre de la réunification du pays par route. Environ 1000 logements modernes vont être construits à Bandalungwa d'ici 5 ans. La cité Joseph Kabila sera érigée à l'ancienne pépinière des Bandalungwa. Fridolin Kaswechi a lancé la semaine dernière le démarrage des travaux de construction. La société chinoise SZTC est le maître d'ouvrage. Élisée Bilonda. La cité Joseph Kabila sera constituée de logements répondant aux normes internationales en matière d'habitat. Des appartements modernes, un supermarché, un hôpital et même une école primaire y seront construits. La première phase des travaux ainsi lancée sera consacrée essentiellement à la construction de la zone d'appartements et celle des villas respectivement indépendantes. Pour le président directeur général de la société chinoise SZTC commise aux travaux, cette œuvre, fruit de la bonne coopération Chine-RDC, va permettre de combler le déficit des logements décents, comme le souhaite vivement le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Pour ces quinquennats placés sous la vision de la révolution de la modernité, l'habitat y occupe une place de choix. C'est un secteur prioritaire, comme l'explique Fridolin Kaswechi-Musoka, ministre en charge de l'urbanisme et habitat. La cité dite Joseph Kabila, dont le projet dessiné en maquette à la vue de tous est un joyau de modernité, en tout point de vue, est une toute première à Kinshasa depuis bien longtemps. Il est prévu la construction de plus ou moins 1000 unités de standing élevées, accompagnées des infrastructures de base et équipements publics de qualité très acceptables. Ces sites constituent un point de départ pour notre gouvernement et mon ministère en particulier. Il est aussi une source d'inspiration pour tous ceux qui croient dur comme fer au seul lotissement anarchique, un culte pourtant créateur d'un aménagement et d'une expansion urbaine incontrôlée, avec sa cohorte de calamités telles que la pauvreté urbaine profonde, l'occupation du sol sans zoning, l'insalubrité collective comme mode normal de vie, les glissements de terre, les érosions, les inondations, et j'en passe. C'est le 19 septembre 2011 que le protocole d'accord pour la mise en œuvre de ce projet immobilier a été signé entre le gouvernement et la société Zengway Technic Corporation. Fridolin Kaswechi-Musoka insiste sur le respect de normes urbanistiques et environnementales pendant l'exécution des travaux pour un délai de 5 ans. Une préoccupation pour la Troïka de ce lundi, l'insécurité au Katanga a des implications négatives sur les plans économiques, non seulement dans cette province, mais aussi sur l'ensemble du pays. Les membres du gouvernement sont revenus sur l'ensemble de la situation des finances publiques pour le premier trimestre de l'année. Reportage.
Environ 27% de croissance économique du pays provient du secteur minier et de l'industrie minière se trouvant au Katanga. Mais l'insécurité qui a élu domicile dans cette partie du pays a perturbé le moral des investisseurs, indiquent les membres de la Troïka. Et aujourd'hui, nous avons examiné particulièrement la question de l'impact sur la situation économique, sur le moral des opérateurs économiques, de l'insécurité qui prévaut dans la province du Katanga et qui, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le Katanga aujourd'hui, c'est le siège de l'industrie minière et c'est l'industrie minière qui tire la croissance économique parce que 27% de notre croissance aujourd'hui, c'est le secteur minier. Donc tout ce qui touche le Katanga a des répercussions quasi immédiates sur le moral des investisseurs. Après un examen approfondi de la situation dans ces secteurs économiques, la solution est liée au retour de la paix dans cette partie du pays. Pour ce qui est de la situation économique en général du pays, le gouvernement compte créer plus de richesses au profit de la population. Il est question d'envisager toutes les mesures possibles pour que la croissance soit plus forte, afin de favoriser des opportunités économiques. Pose de la fibre optique phase 2. Le Premier ministre a procédé le samedi dernier au lancement officiel des travaux d'implantation de la ligne Kinshasa-Kasumbalesa, située à l'aéroport international d'Ndjili. En plus de la province du Bas-Congo et de la ville de Kinshasa, 4 autres provinces vont s'ajouter sur la liste avec plus de 3000 km. Grâce à la coopération chinoise, le gouvernement congolais s'emploie à fournir à la population congolaise, mais aussi à celle de la sous-région, une communication de qualité à haut débit et à moindre coût. La connexion des 4 provinces à la fibre optique n'est plus un simple rêve. D'ici 3 ans, le Bandundu, les 2 Kasaï et le Katanga vont bénéficier des bienfaits de cette technologie de pointe. Grâce à un financement de 221 millions de dollars américains de Exim Bank, environ 3250 km vont connecter ces provinces avec des canaux de transmission à haut débit à moindre coût. À travers l'opérateur public, la SCPT, la RDC pourra à son tour desservir les autres pays de la région. La SCPT est appelée à jouer son rôle de réseau de référence. Nous profitons ici de cette opportunité pour annoncer haut et fort que la SCPT a développé à son sein une structure qui s'occupe rien que de la gestion de la fibre optique. Des formations du personnel ont été assurées. La fibre optique offre plusieurs avantages. L'augmentation des recettes publiques, la sécurisation des informations et leur fiabilisation. La fibre optique est également créatrice d'emplois directs et indirects. Compte tenu de la desserte désastreuse en électricité, le ministre des NTIC promet de recourir à d'autres sources d'énergie pour plus d'efficacité. D'abord parce qu'on a un projet de téléphonie rurale qui va fonctionner sur l'énergie éolienne ou l'énergie solaire. Nous avons un problème avec l'électricité, le courant électrique, si vous voulez, traditionnel, mais à ces niveaux, vous savez aussi que l'Assemblée nationale est en train d'examiner un projet de loi sur la production, la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique. Cette deuxième phase est rendue effective grâce au partenariat sino-congolais. L'exploitation et la maintenance seront assurées conjointement par des ingénieurs chinois, des CITCC et congolais. Taux de change pour ce lundi 1er avril 2013, le tout en images. Comme je l'ai annoncé, nous allons recevoir sur ce plateau Carole Nzoré. Il est expert questions agricoles et rurales. Avec lui, nous allons parler de la campagne agricole. Bonsoir Carole Nzoré. Bonsoir Douendombe. Voilà, depuis le 26 juillet dernier, le Premier ministre a lancé la campagne agricole et nous savons que la RDC dispose au moins 68% des terres arables, mais on note une certaine lenteur en ce qui concerne la réception du signal du Premier ministre. La date que vous annoncez, le 26 juillet, c'était pour le lancement de la campagne agricole saison A
de 2012. Et il y a peu, le Premier ministre, quand il était au niveau de la province de Bandundu, il a lancé la campagne agricole pour l'année 2013. Donc au moment où nous parlons, nous nous trouvons devant 2 campagnes agricoles, pour 2012 et pour 2013. Avec le même montant ou comment? Pas avec le même montant, parce qu'on devait ajouter, on s'était limité quelque part, mais pour 2013, on devait encore ajouter un certain nombre de choses. Donc l'enveloppe aussi a été revue à la hausse. Alors, pour le signal, là aussi je parlais de 2 volets. Le premier volet, le signal n'a pas été bien capté au niveau des provinces. Parce que le Premier ministre lui-même l'a reconnu. Il n'y a que la province de Bandundu et la province de Katanga qui ont essayé de faire quelque chose. Pour les autres provinces, en tout cas, rien n'a été fait, malgré la dotation par le gouvernement de plusieurs milliers de capteurs avec RC et autres accessoires. Ce n'est pas un problème de climat, là? Non, pas nécessairement. Ce qui est vrai, nous avons 2 climats au niveau de notre pays. Quand il pleut au nord, au sud, il ne pleut pas. Mais cela n'empêche qu'on puisse exercer les travaux champêtres. Alors, au niveau aussi des privés, parce que le gouvernement n'est pas là pour faire des champs. Le gouvernement donne les cadres, mais il revient aussi au privé d'emboîter les pas au gouvernement. Je reviens du Katanga il y a peu, j'ai vu de mes propres yeux les gens qui ont respecté la campagne agricole au niveau de Katanga. Je citerai l'exemple de la Fondation pour le développement de Kipushi, avec 500 hectares de maïs. Je citerai aussi le gouverneur Moïse Katumbi, avec plus de 500 hectares de maïs que j'ai vu de mes propres yeux. Oui, évitez de citer le nom des gens. Je vous en prie. Ouais. Donc, c'est juste, si je les ai cités, pour donner aussi le goût, comme nous disons ça à Kinshasa, à d'autres personnes. Parce que le gouvernement donne les moyens, le gouvernement donne les cadres, mais il revient au privé. Parce qu'aujourd'hui, on parle de partenariat public-privé. Et c'est dans tous les secteurs, et surtout pour le secteur agricole, qui aujourd'hui a plus de 90 millions de terres arables. Donc plus de 75 ou 80% de la population et des terres congolaises. Donc ce sont des choses que nous devons tous embrasser pour que l'économie congolaise puisse se régresser. Sans l'agriculture, l'économie congolaise ne vaut rien. Voilà, vous avez sillonné dans beaucoup de provinces du pays. Si aujourd'hui on vous pose la question de dresser un petit bilan par rapport aux éléments qui ont été retenus, entre autres la pisciculture, la desserte en eau potable, les voies des dessertes agricoles, à quel pourcentage on peut se dire que la campagne 2012 a réussi ou on n'a pas réussi? Bon, je ne voudrais pas être trop long par rapport à ça. Je vais donner quelques secteurs. Si nous prenons par exemple la production agricole, il est vrai que les semences ont été distribuées à travers toute la République. Là, je crois que ce n'est pas le moment d'évaluer. Parce que quand on met la semence sur la terre, il faut attendre un certain temps pour voir ce que la production va donner. Alors, si nous prenons la pisciculture ou l'aquaculture, à ma connaissance, on devait réhabiliter 11 étangs, dont un des 80 arts qu'on devait diviser à 6. Mais cela n'est pas encore fait. Mais je sais que dans ce domaine, il y a eu des formations au niveau des provinces, pour que des formations des formateurs, pour que les gens qui ont été formés puissent à leur tour aussi donner la même matière, et ainsi de suite. Mais si déjà les financements ne posent pas problème, pourquoi est-ce que cet hectare-là n'est pas... En fait, les étangs ne sont pas disponibles pour aujourd'hui? Bon, vous savez, Doudou, il y a un problème de décaissement, hein, parce que la machine de l'État ne fonctionne pas comme nos poches. Il faut suivre la procédure jusqu'à atteindre les montants ou la sortie des fonds. Alors, au niveau maintenant de la DVDA, c'est-à-dire la direction des voies de dessertes agricoles, là, il y a aussi 2 aspects. Il y a l'aspect entretien et l'aspect réhabilitation. L'aspect entretien des routes de dessertes agricoles a été financé par les FONER, Fonds national d'entretien routier. Et la réhabilitation devait être financée directement par le gouvernement congolais, ce qui n'a pas été fait en 2012. Mais pour cette année, l'argent sera bientôt là pour qu'on puisse réhabiliter plusieurs kilomètres de routes de dessertes agricoles. Alors, au niveau des dessertes en eau potable dans les milieux ruraux, et là, en tout cas, il faudra dire un coup de chapeau au service national d'hydraulique et rural, parce qu'il était prévu de réaliser 135 forages. Et le SNHR a réalisé pour la campagne agricole 2012 plus de 115 forages.
Donc, je dirais même c'est l'unique secteur qu'on peut évaluer actuellement. Et pour ce secteur-là, nous disons que oui, c'est presque plus de 90%. Donc, c'est les secteurs où, en tout cas, un effort a été vraiment fait et que la population rurale est tout à fait contente. Voilà, vous avez dit que le gouvernement ne peut pas faire des champs, mais dans quels moyens, dans quelle mesure le gouvernement assiste les agriculteurs? Oui, je disais tantôt, le gouvernement procède... Est-ce qu'il donne des semences, oui, des il procède, oui, il remet les intrants aux paysans, surtout aux organisations paysannes, parce qu'il est bon de se regrouper au sein d'une association pour recevoir des crédits ou les dons venant du gouvernement. Et il donne aussi les intrants de pêche. Donc tout ça, c'est pour juste stimuler la population et les investisseurs à venir dans ces secteurs très productifs pour la République démocratique du Congo. Mais est-ce que les paysans se préparent? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des centres d'évacuation. On risque de se retrouver avec beaucoup de produits agricoles et qui pourrissent au niveau de l'arrière-pays sans que des centres d'évacuation... est-ce que, en fait, je crois que... Oui, je vous comprends, Doudou. Il faut suivre la filière agricole. Quand on commence par la sensibilisation, on arrive au niveau de la production. Donc, après avoir produit, on doit stocker, c'est-à-dire faire le stockage. Après le stockage, on doit évacuer, c'est-à-dire les routes de déserts agricoles. Et ensuite aller au niveau des centres de commercialisation qui sont chez nous les marchés ruraux pour vendre. Et la dernière étape, bien sûr, c'est la consommation. Alors, cela veut dire que ici, en RDC, ces problèmes-là, les gouvernants les prennent vraiment entre les deux mains. Dernièrement, au niveau du Bas-Congo, du Bandundu, le Dé-Kassai et le Katanga, le gouvernement a construit plus de 40 marchés ruraux. Donc c'est pour permettre justement à ces paysans, lorsque on produit, on évacue, qu'on puisse avoir un endroit sûr pour justement commercialiser, c'est-à-dire vendre. Et malheureusement, la plupart ne viennent pas dans ces marchés. Tout simplement, on ne sait pas pourquoi, mais je pense qu'il y a un problème des autorités locales qui ne se donnent pas la peine d'expliquer à la population les bien fondés de ces infrastructures qui coûtent des millions de dollars à la République démocratique du Congo. Quand vous allez sur le Bas-Congo, vous allez voir des marchés construits par Parsa qu'on a abandonnés. Quand vous allez au niveau de Katanga, construits par les Pressards, c'est la même chose. Les gens ne viennent pas, donc on ne sait pas pourquoi, on ne comprend rien. On préfère encore vendre à même les sols au lieu d'utiliser les infrastructures que l'État congolais met à leur disposition ensemble avec les bailleurs. Mais c'est ce qui est grave, et si du moins dans ces secteurs-là ça pose problème, est-ce que la commercialisation, en fait une politique de transformation de ce produit agricole, c'est assuré? L'État essaye de faire, par exemple avec les différents produits du ministère des différents projets du ministère de l'Agriculture, on donne par-ci, par-là, des moulins, des cortiqueuses, d'autres machines pour la fabrication de jus de fruits, ainsi de suite. Donc, c'est justement pour inciter les investisseurs, inciter les opérateurs économiques congolais et étrangers à entrer dans ce domaine-là pour que la population puisse réellement consommer non seulement les produits à l'état brut, mais les produits aussi transformés. Je pense que c'est un travail que le ministère de l'économie, ensemble avec le ministère de l'Agriculture, peuvent faire pour qu'on arrive à transformer nos produits locaux. D'ailleurs, nous ne vivons que d'importation, ce qui nous fait la honte, s'il faut le dire, parce qu'un grand pays à forte potentialité agricole vit de l'importation, c'est quand même anormal. Je pense qu'il faudra que et le gouvernement, et la population, et les opérateurs économiques, que tout le monde s'investisse pour arriver à un bon résultat. Merci beaucoup, Carole. Le temps, c'est de l'argent, disent les Anglais. Je pense que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois que vous soyez de nôtre. C'est à moi de vous remercier. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.